Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale, un nouveau format où on va recadrer ou débunker un physicien qui a une affirmation forte. Le libre arbitre n'existe pas et c'est une bonne nouvelle. On m'a envoyé cette vidéo il y a quelques semaines et c'est vrai que quand je suis tombé dessus, je sais qu'il y a beaucoup de matérialistes qui considèrent que le libre arbitre n'existe pas, que nous sommes autodéterminés. Mais de là à affirmer cette chose-là sous l'appui de la science, je trouve que c'est un peu fort. Alors, je connais pas spécialement cette personne-là, j'ai rien contre lui. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui est très pertinent. Apparemment, c'est un physicien très intelligent. Mais le problème, c'est qu'il y a des glissements. C'est-à-dire qu'on va se baser sur des expériences scientifiques pour appuyer nos propres croyances. Sauf que nos croyances ne sont pas directement corrélées aux expériences scientifiques. Alors, chacun est libre de le faire. Mais quand une personne se présente à nous avec quand même une posture d'autorité, alors c'est pas ce qu'il présente directement dans cette vidéo, mais voilà, il fait des vidéos de vulgarisation, il est physicien, il maîtrise un peu son sujet. Eh ben, ça s'impose à nous, humains lambda, comme une vérité presque immuable. Donc aujourd'hui, on va analyser cette vidéo et je vais vous démontrer en quoi ce qu'il raconte, c'est un avis, c'est une croyance, mais ce n'est en aucun cas une démonstration scientifique avérée. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle. Ici sur cette chaîne, on parle de la conscience, de l'éveil et de spiritualité. L'idée ici, c'est de ne pas avaler tout ce qu'on nous raconte et le prendre pour argent comptant. C'est de questionner, challenger toutes les affirmations pour avancer sereinement vers une compréhension plus juste du réel. Donc si toi aussi tu veux rejoindre l'aventure, je vais t'inviter à t'abonner, à activer la cloche de notification et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez rejoindre le cercle ou suivre un accompagnement. Ça étant dit, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vous apporte une bonne nouvelle, le libre arbitre n'existe pas. Attachez vos ceintures, cette vidéo risque de vous retourner le cerveau. On va parler de l'expérience la plus troublante de la neuroscience et des conséquences de la mécanique quantique sur nos choix. Certains philosophes l'avaient anticipé et c'est confirmé par la science moderne. Il a dit c'est confirmé par la science moderne. Hein. Donc attachez vos ceintures, on va voir si c'est vraiment confirmé par la science moderne. Les choix que vous faites ne vous appartiennent pas. Vous avez l'impression de choisir, mais c'est une illusion. On pourrait se dire que c'est une pensée dangereuse, mais je vais vous dire pourquoi en fait c'est une très bonne nouvelle. Après ça, c'est une question d'appréciation. Au-delà du fait que ce soit dangereux, le problème c'est que c'est déresponsabilisant. À partir du moment où je suis un être déterminé, ça veut dire que tout ce que je vais faire d'aujourd'hui à ma mort est déjà écrit dans un livre, est déjà connu, figé. Si demain je dois aller au cinéma, quoi qu'il arrive, j'irai au cinéma. Et en fait, j'ai juste l'illusion d'avoir choisi d'avoir été au cinéma, mais concrètement, je n'ai pas décidé. Il y a quelque chose ou quelqu'un dans l'invisible, je sais pas, qui a décidé à ma place ce que je vais faire à partir de maintenant, même depuis ma naissance. Le problème, c'est que si on rentre dans ce cas de figure, un prisonnier, pourquoi on va le mettre en prison? Puisqu'il n'est pas responsable pleinement de ce qu'il a fait comme acte, vu qu'il est déterminé. Il ne pouvait pas faire autrement. Les lois de la nature, de la physique l'ont obligé à faire son acte. Je pense que ce genre de croyance vise indirectement à la négation de l'être, à la négation de notre conscience. C'est des discours qui vont à l'encontre même de toutes nos expériences subjectives. C'est-à-dire que moi, je veux bien faire une expérience en double aveugle, si vous voulez, dans un protocole, comme vous voulez, et on va voir concrètement si c'est moi qui décide ou pas. Si vous êtes libre de choisir, est-ce que votre chat l'est également? Et qu'en est-il des fourmis et des organismes unicellulaires? Alors le problème qu'il y a dans cet argument, c'est, je sais que beaucoup d'humains nient le fait que les animaux ou certains organismes aient une conscience. Et donc, comme ils n'ont pas de conscience, on se dit que c'est des automates. Voilà. Il n'y a que nous, humains, race pure, qui avons cette conscience ou cette capacité de faire des choix. Lui, ce qu'il dit, c'est autre chose. C'est déjà, eux, c'est des automates. Et crois pas que toi, tu es différent d'eux, tu es aussi un automate comme eux. Alors moi aussi, c'est une position. Ce que je crois, c'est que
il y a une forme de libre arbitre présente chez les animaux, beaucoup moins développée que nous, les humains. Et mon hypothèse, et là je l'affirme comme une hypothèse auquel j'adhère, c'est que l'usage du libre arbitre dépend du niveau de conscience que nous avons. Plus j'ai un niveau de conscience élevé, plus je vais pouvoir faire preuve de libre arbitre, plus je vais pouvoir agir, avoir une capacité d'action. Moins j'ai un niveau de conscience élevé, plus je serai limité et conditionné par autre chose que moi. Et donc, les animaux, les fourmis, n'ont pas le même niveau de conscience que nous, les humains, et donc des capacités beaucoup plus limitées que nous, les humains. Et parmi les humains, on va avoir aussi des différences, ou des gens qui vont être complètement téléguidés par un groupe ou une société, et d'autres qui vont prendre leur souveraineté et agir en toute conscience. Si je décide d'agir, que désigne le mot « je » dans cette phrase? Est-ce que c'est ma conscience? Dans ce cas-là, pourquoi la fameuse expérience de Benjamin Libet montre que la décision est prise dans le cerveau avant qu'on en ait conscience? Alors, je ne sais pas si je le débunk, cette affirmation, tout de suite ou un peu plus tard, parce que je sais qu'il en reparle dans cette vidéo, mais bon, il en parle maintenant, on va le débunker. L'expérience de Benjamin Libet montre que dans le cerveau, il y a une préparation de l'action. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement neuronal qui se produit, donc c'est ce qu'il montre ici, et ce mouvement a lieu avant que je décide d'agir. Et donc, on se base sur ces études pour démontrer, prouver potentiellement que nous n'avons pas de libre arbitre, vu qu'il y a une préparation en amont, et cette préparation, elle arrive avant que j'ai conscience de quoi que ce soit. Le problème dans tout ça, c'est que dans les expériences de Benjamin Libet, lui-même affirme qu'il y a une possibilité de stop ou d'annulation de l'action préparée. C'est-à-dire que le cerveau, l'inconscient prépare l'action, mais dans certains cas, on peut prendre la décision de stopper l'action. Et donc, si je prends la décision de stopper l'action, je suis désolé, ça préserve mon libre arbitre. En plus, les expériences de Benjamin Libet sont basées sur des expériences simples, d'action directe. Ça ne pointe pas du tout les expériences de vie où, pour prendre une décision, on va réfléchir pendant des semaines, on va poser des questions à des amis, on va réfléchir, on va se poser, etc. C'est vraiment des expériences liées presque à des décisions réflexes. Donc déjà, premier point, il y a possibilité de faire un stop, mais également, il faut savoir que ces prédictions ne sont pas absolues. C'est-à-dire que d'autres expériences ont démontré qu'elles fonctionnent aux alentours de 50-60%. Un petit peu au-dessus du hasard. La chose qu'on peut dire, c'est que à chaque fois que je vais agir, il y a quelque chose qui prépare l'action, mais cette préparation est une prédiction non certaine, avec une possibilité de stop. Alors certains me diront, oui, Bakary, tu parles. On va étayer mes propos avec ce que dit Benjamin Libet lui-même dans ses articles publiés avec numéro des DOI. On va regarder également une méta-analyse qui parle de ces expériences-là. Et enfin, on va regarder aussi les expériences de stop qui permettent justement de faire un retour, un backup après ce mouvement neuronal qui est censé prédire notre action à notre place. Je mettrai tous les liens en description, mais ici c'est l'article qui a été publié par Benjamin Libet qui parle justement de ses recherches. Et quand on regarde à la fin, alors je ne suis pas anglophone, donc je vais vous mettre la version en anglais ici, que j'ai retraduit dans mes notes. Et voilà ce que ça dit. Ces considérations semblent introduire certaines contraintes sur la capacité de l'individu à exercer une initiation consciente ou un contrôle conscient de ses actes volontaires. Cependant, même en acceptant une conclusion selon laquelle les actes volontaires spontanés peuvent être initiés de manière inconsciente, il subsiste au moins deux types de situations dans lesquelles un contrôle conscient pourrait intervenir. Il pourrait exister un veto conscient capable d'interrompre l'exécution même d'un acte spontané auto-initié de type étudié ici. Cela reste possible parce que l'intention consciente rapportable, bien qu'apparaissant clairement après le début du potentiel de préparation, survient néanmoins un temps substantiel d'environ 150 à 200 millisecondes avant le début effectif du mouvement tel indiqué par le MG. Même dans nos expériences actuelles, les sujets ont rapporté que certaines impulsions conscientes mémorisables d'agir ont été avortées ou inhibées avant qu'aucun mouvement réel ne se produise. Dans ce cas, le sujet attendait simplement qu'une autre impulsion apparaisse, laquelle, une fois menée à terme, constituait l'événement effectif dont le potentiel de préparation était enregistré.
Dans les actes volontaires qui ne sont pas spontanés et qui ne sont pas exécutés rapidement, c'est-à-dire celles dans lesquelles une délibération consciente sur le fait d'agir ou sur le choix de l'action à accomplir précède l'acte, les possibilités d'une initiation ou d'un contrôle conscient ne sont pas exclues par les données actuelles. Je vous mettrai les liens en description. Une autre source, donc là c'est une méta-analyse, page 36-37, donc là on a la version en anglais et la traduction ici. Alors je ne vais pas forcément tout lire, mais vous avez le lien, on va le cliquer, il est là. Et donc on retrouve à la page 36, donc ça commence ici et ça continue jusque là. Ça c'est une méta-analyse sur les expériences menées du type Libé. Voilà ce que ça dit. Les résultats de l'expérience de Libé ont été interprétés comme remettant en question le rôle causal des états mentaux conscients dans le comportement et l'existence du libre arbitre. Quelle contribution la présente méta-analyse peut-elle apporter à ces débats ? Ce travail n'aborde pas la question méthodologique ou philosophique relative à la pertinence du paradigme de Libé pour traiter ces problématiques. Il s'intéresse plutôt à la fiabilité des affirmations fondées sur les résultats empiriques issus de ce paradigme. Les chercheurs peuvent ensuite examiner la cohérence de ces résultats avec leurs positions théoriques respectives. Au vu de la quantité de données disponibles, les résultats sont plutôt préoccupants. Près de 40 ans après les travaux de Libé et de ses collègues, les données probantes qui étayent leurs conclusions les plus cruciales apparaissent plus minces qu'anticipées compte tenu de l'important travail scientifique qui s'y est appuyé. Fonder des positions théoriques d'envergure sur le volume de données aussi restreint semble prématuré. Cette conclusion ne remet pas en question la fiabilité des recherches synthétisées dans les présentes méta-analyses. Elle souligne plutôt l'ampleur surprenante des incertitudes et appelle à la prudence quant à l'élaboration de positions et de théories reposant sur la robustesse et la généralisabilité des résultats. Ils sont en train de nous dire que, ok, on constate des choses, mais de là à avoir des positions philosophiques importantes, c'est un peu trop gros. Il faut être prudent, peut-être refaire des recherches, approfondir pour affirmer, par exemple, que le libre arbitre n'existe pas. Et enfin, vous avez une expérience qui a été menée, alors le nom, je vais avoir du mal à le prononcer, vous l'avez ici, avec le numéro de DOI, tout ce que vous voulez. Et en fait, il s'intéresse à ce qui se passe après le point de non-retour. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le lien. Voilà ce que ça a dit en gros. Schultzcraft et Hall ont testé la capacité de volontaires humains à remporter un duel contre une interface cerveau-ordinateur, prédisant le mouvement à partir de la classification en temps réel des signaux électriques cérébraux précoces liés au mouvement. En gros, c'est ce qu'on voit avec les expériences de Libé, ce mouvement avant l'action, voir si c'est quoi le seuil limite où on peut justement faire demi-tour. Les auteurs cherchaient à déterminer le point précis de l'interruption où l'annulation des mouvements devient impossible et constater que ce point de non-retour se situe à environ 200 millisecondes avant le début des contractions musculaires mesurées par électromyographie. Cependant, même après le début de l'activité EMG, le mouvement pouvait être modifié ou annulé. Ayant identifié ce point de non-retour, il s'oppose à l'idée que l'apparition des signaux cérébraux précoces liés au mouvement, comme le potentiel de préparation, déclenche une chaîne causale irréversible. Cette idée promue par l'interprétation d'une expérience réalisée par Libé a été utilisée pour nier l'existence du libre arbitre. On va s'arrêter là, je vous invite à lire l'article en entier. L'idée, c'est de prendre conscience qu'il y a possibilité pour la conscience de faire un stop. Contrairement à ce que nous affirme cet excellent physicien, les expériences de Benjamin Libé ne prouvent pas le déterminisme. Ce matin, j'ai ouvert mon placard pour prendre un verre et boire un peu d'eau, et j'avais le choix entre un grand verre et un petit verre. J'ai choisi le grand verre, a priori j'étais libre, sauf que le matin, je sais qu'il faut bien s'hydrater, donc les conséquences de mon acte m'ont peut-être guidé. Peut-être que je n'étais pas si libre que ça. Pour éviter ce problème, voilà ce que je vais faire. Je vais lever soit la main droite, soit la main gauche. Je vais réfléchir avant d'agir, je vais bouger de manière consciente. Et c'est un choix qui n'a aucune conséquence, donc on ne pourra pas me dire que j'ai levé la main dans l'idée d'obtenir quoi que ce soit. C'est parti, je vide mon esprit, je m'apprête à faire un choix conscient. Ok, j'ai choisi de lever la main droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pris cette décision? À mon avis, il y a 3 possibilités. Soit ça s'est fait de manière purement aléatoire, soit la décision est rattachée à une conséquence attendue, donc elle est rattachée au futur,
soit elle est rattachée au passé, il y a un ensemble d'éléments dans le passé qui causent cette décision. Ça peut aussi être un mélange des trois. Le problème ici, c'est que, ok, il y a des hypothèses, mais il exclut l'être, le soi, la conscience, nous, ce que nous sommes en tant qu'être. Et s'il y avait une quatrième possibilité, l'être peut aussi être à l'origine d'une décision. Dans le premier cas, si c'est aléatoire, c'est pas moi qui décide, le libre arbitre n'intervient pas. Je mets ça de côté, on en reparlera quand on évoquera la mécanique quantique. Dans le deuxième cas, la décision est prise dans le but d'obtenir quelque chose. C'est l'exemple du verre d'eau, mon but c'est de bien m'hydrater et ce but a guidé mon choix. Là, si je vous mets dans la même situation, vous pourriez me dire, oui juste pour t'embêter, je vais te montrer que j'ai le choix et je vais prendre le petit verre. Mais du coup, pourquoi vous avez pris le petit verre dans le but de me montrer quelque chose, de me faire changer d'avis? Encore une fois, votre choix a été guidé par un but. Quand il y a un but à suivre. Non, mais en quoi le fait que mon choix soit guidé par un but fait que je suis déterminé? Je veux dire, oui, j'ai plein d'objectifs et en général, mes choix vont dans le sens de mes objectifs. Et donc, c'est pas le futur qui va déterminer ce que je fais, c'est ce que j'ai envie de faire qui va déterminer ce que je choisis de faire. Alors effectivement, je vais être contraint par plein de contraintes matérielles, physiques et de possibilités. Donc mon libre arbitre est limité, il est borné. Je vous en reparlerai en fin de vidéo, mais il reste bien présent. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du lever de main. C'est un acte gratuit, il n'y a pas de conséquences attendues. Donc il reste le troisième cas quand la décision dépend du passé. Et la question est la suivante. Est-ce que cette dépendance est contrainte de manière absolue? Est-ce que je prends une décision en toute conscience à partir de mon environnement et des verres d'eau que j'ai déjà bu? Donc il y a une influence du passé mais j'ai quand même le choix? Ou est-ce que l'état de mon cerveau à un instant T détermine de manière unique l'état de mon cerveau juste après, au moment du choix? C'est ce qu'on appelle le déterminisme. L'état d'un objet à un instant T et son environnement détermine de manière unique l'état de l'objet à l'instant suivant. Si ce que je fais aujourd'hui est totalement déterminé par mon passé, alors je n'ai aucune liberté. Ce qu'il dit là vient du fait que nous croyons, à tort, que le fil causal de la vie humaine, la ligne de temps, passé, présent, futur, c'est quelque chose de totalement déterminé, linéaire, sans possibilité qu'il y ait autre choix possible. C'est-à-dire, entre l'instant T et l'instant T plus 1, il n'y a qu'une seule possibilité. Et je pense qu'il va s'appuyer sur la mécanique quantique pour déterminer ce fait-là, je pense, mais c'est complètement faux. Et je vous expliquerai pourquoi en temps voulu. Dans les années 80, Benjamin Libet réalise une expérience qui va faire beaucoup de bruit. Il demande aux participants de faire un mouvement simple, par exemple fléchir le poignet ou appuyer sur un bouton. Il observe l'activité électrique de leur cerveau avec un électroencéphalogramme et il constate que l'activité du cerveau démarre avant le mouvement. Jusque-là tout va bien, c'est normal qu'il y ait un délai, le temps que le cerveau commande les muscles. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est qu'il demande aux participants de regarder un marqueur qui tourne en cercle et de noter la position de ce marqueur au moment où il décide de bouger le poignet. En synchronisant le marqueur avec l'électroencéphalogramme, Benjamin Libet est capable de distinguer trois choses. L'activité du cerveau, le moment où le participant prend sa décision consciente et le moment où le poignet bouge. Ça, c'est la courbe du signal électrique mesuré dans le cerveau. Ici, c'est la détection du mouvement et là, le moment de la décision consciente. Donc la décision arrive avant le mouvement, ok, mais ce qui est très surprenant, c'est qu'on voit le signal électrique commencer à monter bien avant l'instant de décision. Bon, vous avez vu, on a déjà débunké cet argument, mais ce qui est important de noter, c'est qu'à chaque fois que vous agissez, il y a cette préparation qui a lieu. Alors cette préparation, elle n'est pas absolue. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas notre conscience, qui prépare nos actions avec une probabilité qui n'est pas à 100%, vu que voilà, on n'arrive pas à déterminer à 100%, et une possibilité de stop. Il y a environ 300 millisecondes d'écart entre les deux,
Il se passe quelque chose dans le cerveau qui va mener au mouvement et la prise de conscience de la décision arrive 300 millisecondes après. Et 300 millisecondes pour les signaux électriques, c'est beaucoup. D'ailleurs, l'expérience a été refaite et on a même vu dans certains cas le signal démarrer plusieurs secondes avant la prise de décision. Donc si dans la phrase « je bouge le poignet », le mot « je » désigne la conscience, eh ben ce n'est pas la conscience qui décide de bouger. Ce n'est pas... Là, il y a un point aussi à noter, c'est que c'est vrai que quand on parle du jeu, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je suis que mon mental, ce dont j'ai conscience, ou est-ce que mon être est plus large que ça? Est-ce que j'inclus mon inconscient dans ce que je suis? Est-ce que j'inclus mon corps dans ce que je suis, mes émotions? Parce que pareil, le corps réagit parfois par anticipation, mais moi, j'ai pas conscience de ce qu'il fait en fait. Et donc, c'est vrai que sur la question du jeu, c'est la question primordiale que nous, les mystiques, les spirituels, on se pose. Ce n'est pas vous qui décidez, il y a quelque chose qui s'agite dans le cerveau avant la prise de décision. C'est comme si la conscience était juste là pour constater que le corps va bientôt se mettre en mouvement. Pour nuancer, Benjamin Libet a constaté qu'il était toujours possible de bloquer le mouvement au dernier moment. Mais concernant l'initiation du mouvement, ça se joue de manière inconsciente. Ah, au moins il l'affirme. Au moins il affirme qu'il y a ce blocage possible. Mais s'il y a un blocage possible, en quoi je suis déterminé? Seul un être doué de libre arbitre peut décider de bloquer une action. C'est là où, sur ce point-là, on ne peut pas arriver à la conclusion qu'il y a une absence totale de libre arbitre, qu'on est totalement déterminé, si à un moment donné, il y a possibilité de bloquer l'action. Est-ce que vous connaissez Jack London? C'est l'auteur de Cro-Blanc et de L'Appel de la forêt, deux excellents romans. Il a aussi écrit des nouvelles et il y en a une qui s'appelle Loup brun. C'est l'histoire d'un chien qui a l'apparence d'un loup et qui est perdu et recueilli par un couple en Californie. Il passe plusieurs années à s'occuper de lui et un jour, l'ancien maître revient. Il est très content d'avoir retrouvé son chien et après avoir discuté un peu, il dit au couple qu'il va repartir avec Loup brun. Le souci, c'est que la femme est très attachée au chien et elle essaye de convaincre l'ancien maître de leur laisser. Après avoir réfléchi, l'ancien maître répond « Voilà ce que je propose. Vos remarques, madame, ont du poids. Le chien a travaillé dur et peut-être a-t-il gagné un bon gîte et le droit de choisir. Quoi qu'il en soit, laissons-le décider. Quoi qu'il dise, on s'y tient. Vous restez assis ici. Je vais lui dire adieu et m'en aller, l'air de rien. S'il veut rester, qu'il reste. S'il veut venir avec moi, qu'il vienne. Je ne l'appellerai pas, et vous ne l'appellerez pas non plus pour le faire revenir. » Voilà, je vous raconte pas la fin. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on suppose que le chien est capable de choisir. Mais alors si un chien a du libre arbitre, un poisson en a également, un organisme unicellulaire aussi, chacune de vos cellules a-t-elle un libre arbitre? Est-ce que les molécules ont un libre arbitre? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une molécule n'a pas le choix, elle n'a pas de libre arbitre. Elle obéit à des lois physiques basées sur la mécanique quantique, et on va en reparler un peu après, ces lois, elles sont soit déterministes, soit aléatoires. Le problème ici, c'est que on va faire un raisonnement comme, a priori d'ailleurs, les cellules n'ont pas de libre arbitre, les poissons n'ont pas de libre arbitre, les chiens n'ont pas de libre arbitre. Par extension, nous les humains, on n'a pas de libre arbitre. Donc, je vous ai déjà donné mon avis sur cette question. Donc, c'est un avis contre un avis. Hein. C'est peut-être le sien, le véridique, peut-être le mien. Pour moi, l'avis qui correspond le plus à ce qu'on vit au quotidien, c'est celui où chacun fait ses choix, assume les conséquences de ses choix, change d'avis, réfléchit sur son avenir. Parfois, il y a des décisions réflexes, parfois, il y a des ultimatums, etc. Mais on a un espace de liberté qui est contraint, mais qui est bel et bien présent. Je trouve que c'est là où il y a des glissements conceptuels. Je veux bien que son avis, ce soit qu'il n'y a pas de libre arbitre, ok, il a droit. Il faut garder à l'esprit que c'est qu'un avis, c'est une croyance non justifiée, car les résultats de Libet ne démontrent pas l'absence de libre arbitre. Il va parler de la mécanique quantique, ça va être très intéressant quand on va arriver à ce niveau-là, car effectivement, même la mécanique quantique démontre le contraire, une possibilité d'un libre arbitre, un libre arbitre que moi j'appelle borné. Si c'est déterministe, tout est écrit, il n'y a pas de choix possible.
Et si c'est aléatoire, les choses arrivent par hasard, il n'y a pas de choix non plus. Donc au niveau microscopique, la physique nous dit qu'il n'y a pas de libre arbitre. Si le libre arbitre existe, la seule possibilité, c'est qu'il émerge progressivement en dézoomant à mesure que l'organisme devient de plus en plus complexe. Et en physique, on connaît des concepts qui émergent en dézoomant. Le plus connu, c'est la température. Si je m'intéresse à ce verre d'eau, on définit la température de l'eau en faisant une moyenne sur les vitesses des molécules. La température d'une seule molécule, ça n'a aucun sens. Le concept de température ne prend son sens qu'en dézoomant uniquement en considérant un grand nombre d'objets. C'est comme aux échecs avec la barre d'évaluation, elle est calculée à partir de l'occupation du centre, de la mobilité des pièces. Si je regarde une seule pièce, parler d'évaluation, ça n'a pas trop de sens. Le concept n'apparaît que quand je dézoome. C'est pareil pour la température, et peut-être que c'est pareil pour le libre arbitre. Est-ce que l'évaluation existe, ou est-ce que c'est nous qui rajoutons cette information pour résumer la disposition des pièces sur l'échiquier? Que vous pensiez que l'évaluation existe ou non, ça ne vous empêche pas de jouer aux échecs. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez remplacer le mot évaluation par libre arbitre. Est-ce que nos comportements découlent des lois microscopiques? La mécanique quantique détermine le mouvement des atomes, le mouvement des atomes détermine celui des molécules, puis des cellules, des organes et finalement des êtres vivants. C'est ce qu'on appelle le réductionnisme. Dans ce courant de pensée qui est au cœur de la science moderne, le comportement des atomes détermine le comportement des êtres vivants. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous allez prédire le comportement de votre chien grâce à l'équation de Schrödinger. Il faut faire la distinction entre deux adjectifs, déterminé et déterminable. Peut-être que le passé détermine le futur de manière unique, mais qu'il est impossible de calculer et de prédire ce qui va se passer. L'avenir est déterminé, mais pas déterminable. C'est d'ailleurs ce que semble indiquer la théorie du chaos. Dans les systèmes complexes, par exemple l'atmosphère terrestre, on peut prédire la météo du lendemain, mais jamais le temps qu'il fera dans 6 mois, parce que le moindre écart de pression, le moindre battement d'aile de papillon a des répercussions énormes sur le long terme. À cause des phénomènes chaotiques, même si le système est déterministe, on ne peut pas connaître l'avenir. Attendez. Le système est déterministe, mais on ne peut pas connaître l'avenir. Non, là, il y a une contradiction manifeste. Alors effectivement, le monde a l'air déterministe. C'est-à-dire que si on commence à regarder toutes les variables, etc., à un moment donné, on arrive à prédire des choses. Sauf que on s'est rendu compte que dès qu'on rentre dans un système complexe, comme un système chaotique ou le problème à 3 corps, un système à 3 corps, ça devient très compliqué de déterminer ce qui va se passer sur le long terme. À un moment donné, on n'a plus assez de capacité de le faire. Il faut vraiment une précision absolue pour pouvoir être dans le déterminisme. Et beaucoup diront, ouais, mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas la capacité d'avoir toute cette donnée dans une expérience de pensée. Et si j'ai cette donnée, je peux tout déterminer de manière absolue. Le problème, c'est que ça va nous obliger à prendre en considération ce qu'il se passe au niveau quantique. Et quand on s'intéresse à la mécanique quantique, on est dans un monde complètement probabiliste, non déterministe. Pour être plus précis, dans la mécanique quantique, on peut observer l'évolution d'un état en fonction de la fonction d'onde. Une fonction d'onde, c'est une fonction qui a tous les états possibles d'une particule ou d'un objet. La fonction d'onde qui contient tous les états, ça évolue de manière déterministe. C'est-à-dire que l'ensemble des possibles AT évolue de manière déterministe, AT plus 1, T plus 2, T plus 3, T plus 4. C'est un fait manifeste en mécanique quantique. Mais ce qui va être mesuré, ce qui va être constaté, ce qu'on vit, c'est une mesure. Ce monde 3D là, les planètes, moi, toi, ce gobelet, tout ça là, c'est une mesure. Et cette mesure, c'est juste un point de cette onde de probabilité. On va laisser poursuivre son argument et on y reviendra par la suite. Et en plus de ça, la mécanique quantique suggère que certains phénomènes sont purement aléatoires, donc faire des prédictions exactes, il faut oublier. Alors si on veut être précis, il y a plusieurs interprétations de la mécanique quantique.
Je vais prendre 4 exemples. L'interprétation de Copenhague, qui est la plus répandue, l'onde pilote, les multimondes et le superdéterminisme. On va voir ce qu'elles disent les unes les autres sur le libre arbitre. Dans tous les cas, on représente le système physique grâce à un objet mathématique qu'on appelle la fonction d'onde. Et l'équation de Schrödinger décrit l'évolution de cette fonction d'onde. Cette évolution est totalement déterministe. L'état du système à un instant t détermine de manière unique l'état du système juste après. Là où les choses se corsent, c'est au moment de la mesure. Dans l'interprétation de Copenhague, la mesure est fondamentalement aléatoire. Si vous voulez mesurer la position d'une particule, la fonction d'onde vous dit que la particule a plus de chances d'être mesurée ici ou là. Et quand la mesure se fait, le résultat tombe aléatoirement. Je tiens à préciser ici un point important. La fonction d'onde, c'est l'ensemble des possibilités de position. Dans l'évolution dans le temps, tout ça c'est déterministe, c'est-à-dire que voilà, toutes les possibilités évoluent de manière déterministe, mais ce qui est mesuré est complètement aléatoire. Il vient de confirmer ce que je viens de dire avant. Nous, dans notre expérience du quotidien, on ne voit jamais de superposition d'états. On ne voit qu'un état. Entre hier et aujourd'hui, il y avait plein de possibilités. Les autres possibilités sont bien existantes dans cette fonction d'onde. Alors, effectivement, ceux qui considèrent qu'il y a un multimonde ou un multivers dont je fais partie, j'ai une version douce du multivers que je suis en train de conceptualiser dans un livre qui va sortir prochainement. Et d'autres vont considérer que c'est juste une information un peu floue, mais c'est quand même une information qui existe puisqu'elle a des effets matériels. Donc ces autres possibilités ont une existence. Elles auraient pu être la mesure. C'est là où moi je parle de libre arbitre borné, c'est-à-dire que nous sommes libres dans le choix d'agir parmi les champs des possibles, et ce champ des possibles est limité, et il est déterminé en fonction de ce qu'on a fait hier et ce qu'on va faire demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me raser les cheveux, après-demain, j'ai pas les cheveux longs. Le potentiel est limité. Oui, c'est limité, mais ça reste un libre arbitre. Alors certains vont considérer que pour avoir un libre arbitre, il faut être dans une posture de choix omnipotente. Si c'est limité, il n'y a pas de libre arbitre. Je trouve que c'est une définition erronée du libre arbitre. Le libre arbitre apparaît à partir du moment où il y a au minimum deux choix. Au minimum, oui ou non. On me propose quelque chose. Si j'ai la possibilité de dire non ou de dire oui, j'ai un libre arbitre. Si je n'ai pas le choix, je suis déterminé. Il n'y a aucunement la nécessité d'être dans une posture où toutes les possibilités absolument me soient accessibles pour que j'ai un libre arbitre. Aussi, on va nier le libre arbitre en disant que, en fait, pour avoir un libre arbitre, il ne faut pas être influencé par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Et c'est là où je vois aussi une autre contradiction. C'est-à-dire que pour avoir un libre arbitre, il faut être dans une posture de cerveau vierge. Il n'y a rien que je connais. J'ai eu aucune expérience, mais non, vous m'influencez. Je n'ai jamais rien vu de ma vie, donc j'ai un cerveau dans le néant. Mais en même temps, il faut que je puisse choisir l'infini. Comment je peux choisir l'infini? Avec un cerveau vide. Alors ça, c'est des cas extrêmes. Dans le quotidien de tous les humains, nous avons un passé qui nous influence, nous avons des préférences, nous avons des amis, un environnement qui nous influence, certes, mais nous pouvons choisir parmi plusieurs possibilités dans cette fonction d'onde. Si demain, je me retrouve dans un café et j'ai le choix entre un café ou un thé, ces deux possibilités existent dans la fonction d'onde et je suis libre de choisir le thé ou le café. Et la mécanique quantique te dit que parmi toutes les possibilités qui se présentent à nous dans la fonction d'onde, il est impossible de déterminer avec certitude ce que je vais choisir. Il y a une indétermination totale. Sur une position donnée. Donc l'équation de Schrödinger est totalement déterministe, donc pas de libre arbitre, et la mesure est aléatoire, donc pas de libre arbitre non plus. Attention, l'équation de Schrödinger est totalement déterministe. Ça, c'est une vérité. L'équation de Schrödinger parle d'onde de probabilité vers une autre onde de probabilité, une évolution qui est unitaire, donc qui
qui est totalement déterministe. Il n'y a aucune information qui se perd. Tout le potentiel reste présent. Oui, cette onde de probabilité est déterminisme. Le monde que nous vivons, ce n'est pas l'onde de probabilité, c'est une mesure. Et donc, parmi ce champ des possibles, nous pouvons effectivement faire des choix. Certes, conditionnés, très limités en fonction des individus. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Le monde est cadré et cohérent, mais le champ des possibles, entre moi aujourd'hui et moi demain ou dans 10 ans, imaginez toutes les possibilités qui existent. Une infinitude de possibilités. Donc, avoir un libre arbitre limité dans un cadre aussi large, moi personnellement, ça me va. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Il n'y a pas de libre arbitre au niveau microscopique. Dans la théorie de l'onde pilote, la fonction décrit une onde qui guide la particule plutôt ici ou plutôt là. La particule a toujours une position et le système est entièrement déterministe, toujours pas de libre arbitre. Dans la théorie des multimondes, à chaque mesure, l'univers se sépare en plusieurs univers parallèles, et dans chacun de ces univers, la mesure a donné un résultat différent. Là où ma position diverge de la version des multimondes, c'est celle d'Everett, où on dit qu'à chaque décision, tu te coupes en deux, en quatre, en six, et en fait, il y a une infinité de toi, etc., etc. Ma version des multimondes, en fait, c'est pas un multimonde, c'est pour moi, je considère que l'ensemble des champs des possibles existent, et donc c'est la réalité qui est beaucoup plus fondamentale que celle qu'on vit. Et puis moi, ma pauvre petite conscience traverse ce territoire infini. Et donc je suis une trajectoire parmi ce champ des possibles. Donc je ne me démultiplie pas. Ce que je ne vis pas est juste vide de ma présence. Et ce que je vais vivre demain, je suis pas encore là-bas et j'y vais. Un peu comme un territoire. Quand je suis à Paris, je suis pas à Marseille. Et quand je suis à Marseille, je ne suis plus à Paris. Et le territoire est existant. C'est pas quand j'arrive à Marseille que Marseille devient existant. Donc l'ensemble de cette fonction d'onde, d'ailleurs, qui représente une information unitaire qui ne s'efface jamais, qui est conservée de manière absolue, qui représente quelque chose de beaucoup plus fondamental que ce qui est mesuré, ce qui est vécu localement. Cette fonction d'onde globale existe de manière immuable et nous, petits humains, nous traversons ensemble ce champ des possibles. Il y a un univers dans lequel vous avez mesuré la particule à droite et un univers dans lequel vous avez mesuré la particule à gauche. Vous ne pouvez donc jamais dire « j'aurais pu faire un choix différent ». Toutes les possibilités sont réalisées, vous n'avez pas la liberté d'en choisir une. Et enfin, dans le superdéterminisme, c'est encore pire, rien n'est aléatoire, tout est déterminé depuis le Big Bang, y compris les expériences que vous allez faire pour savoir si le libre arbitre existe. Je pense que sa position à lui, c'est d'être dans l'hyperdéterminisme. En gros, en fait, on a un problème. On constate des choses au niveau quantique. Voilà, il y a la fonction d'onde. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Quelle est la différence entre la mesure, le moment où on constate les choses matérielles qu'on voit dans le monde, et cette onde de probabilité? Qu'est-ce qui décide cette réduction? D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Et en fait, chacun décide de faire une interprétation plus ou moins cohérente. Donc, le multimonde explique justement cette fonction d'onde. L'onde pilote explique en fait, en réalité, en gros, il y a quelque chose qui guide quand même. Donc, il n'y a pas 50 000 possibilités, même si nous, on voit l'information des 50 000 possibilités. Et puis, il y a le superdéterminisme. En gros, oui, il y a cette information-là potentielle, mais de toute façon, c'est celui-là qui allait arriver de toute façon. Si je décide de mesurer l'état d'une particule, ce que je vais mesurer, même s'il y a cette fonction d'onde ou cette information qui est là, c'est déjà déterminé que j'allais mesurer celui-ci depuis ma naissance et point barre. C'est une interprétation. Après, c'est à chacun de juger quelle est l'interprétation qui a le plus de sens, la plus cohérente. Moi, j'ai ma propre interprétation que je suis en train de mettre sur papier. Il y a ces différentes interprétations qui existent. L'avenir nous dira, et les expériences nous diront qui a tort, qui a raison. Mais je pense que pour lui, c'est le superdéterminisme qui est la vérité. Bref, le déterminisme est au cœur de la mécanique quantique. Et si certaines interprétations rajoutent de l'aléatoire, c'est pas ça qui vient sauver le libre arbitre. Il y a aussi quand même une nuance à apporter, parce que c'est vrai qu'on dit que voilà, c'est le hasard qui décide. Et ça, c'est une interprétation en réalité. Vu qu'on ne peut pas déterminer où sera la particule, il y a un indéterminisme total.
on dit que c'est le hasard qui a décidé. Et donc, il y a une entité hasard qui décide. Non, ce que ça dit, c'est qu'on ne peut pas le déterminer. On ne peut pas le savoir à l'avance. Point. On entend souvent l'argument que le libre arbitre doit exister, sinon on a un problème de justice et de morale. Cet argument, pour moi, il ne tient pas, déjà parce qu'on ne met pas la morale avant la vérité. Il faut d'abord s'assurer d'avoir une compréhension solide de notre nature avant de construire une morale. On ne met pas la morale avant la vérité. Encore faut-il être sûr que ce que tu postules soit la vérité. Sinon, c'est un château de cartes. Et ensuite, même si les criminels n'ont pas le choix de leurs actes, ça n'en fait pas des innocents et ça n'empêche pas de les envoyer en prison. Attends. Je n'ai pas le choix de faire quelque chose, mais en même temps, je suis coupable. Faut m'expliquer la logique. D'ailleurs, quand le crime est fait sous l'emprise de l'alcool, le criminel a moins de contrôle sur ce qu'il a fait, c'est pas ça qui réduit la peine. Ah, c'est marrant. Je me dis qu'implicitement, quand même, il reconnaît le libre arbitre, hein. Je veux dire, quand je bois de l'alcool, j'ai moins de contrôle sur ce que je fais. En fait, il faut choisir son camp. Soit je suis déterminé, donc je contrôle que dalle, j'ai l'impression de contrôler, voilà. Soit j'ai un libre arbitre et effectivement, si je bois de l'alcool, ben, je contrôle moins ce que je fais. Et l'autre objection qu'on entend souvent, c'est que si le libre arbitre n'existe pas, alors à quoi bon faire quoi que ce soit? À quoi bon faire semblant de prendre des décisions? Si on se rend compte que tout est déterminé, ça va nous mener au fatalisme et on va rester toute la journée dans notre lit à attendre que le temps passe. Je pense que c'est précisément l'inverse. Personnellement, je ne crois pas au libre arbitre, ça m'empêche pas de faire plein de trucs. Et je dirais même que le fait de savoir qu'il y a un chemin tout tracé, c'est très motivant. J'ai envie d'accomplir mon destin. Et l'avantage, c'est que si mon avenir est déterminé, pourquoi stresser? Donc quand on me demande pourquoi je joue le jeu, pourquoi je donne l'impression de choisir mes actions, alors que je pense que le libre arbitre n'existe pas, je réponds que j'accomplis mon destin. Ça me fait penser un peu aux positions religieuses où on pense qu'effectivement il y a un destin tracé. Alors là où je vais le rejoindre, se dire qu'on a un destin tracé, ça enlève toute une charge émotionnelle. De toute façon, je vais aller là où je dois aller, donc je suis dans le lâcher prise. Je pense que c'est bien d'avoir ce lâcher prise dans un chemin de vie, que le monde soit déterministe ou qu'on ait un libre arbitre, parce qu'en réalité, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien qui se perd dans le monde. Tout ce qui existe est éternel, nous y compris. On fait juste un petit jeu d'expérience humaine pour un temps, et au final, il n'y a rien qui est dramatique en réalité. Je pense qu'il faut garder ce côté lâcher prise, tout en faisant ses choix, parce que au fond, nous sommes des créateurs. Nous sommes venus expérimenter, manifester. Et expérimenter, manifester, créer, c'est aussi choisir. Même si vous n'avez pas le choix de vos actes, ils reflètent quand même qui vous êtes. Et donc vos actes ont de la valeur. L'absence de libre arbitre ne change en fait pas grand-chose à l'expérience que nous faisons du monde. Il y a plein de choses qui continuent d'exister, l'amour, l'amitié, la beauté. L'absence de liberté, ça n'empêche pas de construire, de créer et d'accomplir son destin. Vous avez le choix, après cette vidéo, de continuer ou non à croire au libre arbitre. Peut-être que ce n'est qu'une illusion, peut-être que tout est déterminé et que le choix n'existe que dans notre tête. Mais comme disait un vieil homme plein de sagesse, bien sûr que ça se passe dans ta tête, mais pourquoi faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel? Voilà, c'était un résumé de ce qui me fait penser que le libre arbitre n'existe pas. Peut-être que je changerai d'avis sur la question, j'attends vos arguments les plus convaincants. À la fin, quand même, il nuance un petit peu, voilà, il met des peut-être, donc il nuance quand même son propos. Ok, en tout cas, c'était une vidéo intéressante. Alors voilà, ben écoute, j'ai répondu à l'appel avec des arguments que j'estime très convaincants. Si j'ai une réponse, ce serait super. Si je n'en ai pas, tant pis. Mais en tout cas, je me devais de faire cette réponse car je pense que toutes ces croyances qui viennent mettre à zéro toutes nos expériences phénoménologiques et toutes ces croyances qui mettent en avant l'idée d'un déterminisme absolu où on serait en fait les marionnettes de quelque chose, on ne sait pas quoi d'ailleurs. Je trouve que ça enlève l'humanité aux êtres humains, ça nie l'être, ça enlève notre responsabilité, notre impact dans le monde et même ça minimise la valeur du monde. Quelqu'un qui croit que finalement toute sa vie est déjà décidée avant lui,
se met dans un état d'esprit complètement différent de celui qui est conscient que ses choix ont une valeur, ont un impact. Je me devais de faire cette vidéo. C'est un nouveau format. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, je n'hésiterai pas à refaire des critiques comme ça de position de physiciens d'ailleurs. Je suis sûr qu'il maîtrise très bien son sujet. Mais parfois, effectivement, nos convictions philosophiques prennent le pas sur les résultats tangibles du réel. Et dans cette vidéo, j'ai essayé de démontrer du mieux que je peux pourquoi je crois qu'il y a un libre arbitre et pourquoi je crois justement que les expériences de Libet, les expériences quantiques, loin de démontrer qu'il n'y a pas de libre arbitre, c'est plutôt l'inverse. Elles appuient cette possibilité, elles laissent pleinement l'espace à cette possibilité de libre arbitre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, on like, on partage, on met un petit commentaire pour l'algorithme et on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos autour de la conscience et de l'éveil.